Ça y est, c'est la fin des essais hivernaux 2026 de Formule 1. Après 9 jours de test, 72 heures de roulage, il est temps de tirer un bilan de ce que l'on a appris lors des essais à Bahreïn. On a déjà sorti une première vidéo la semaine dernière pour donner un premier état des lieux, on va dire, sur les nouvelles monoplaces de cette saison. Et aujourd'hui, avec plus d'informations, on va enfin pouvoir établir une petite hiérarchie à prendre avec des pincettes qu'on fera en fin de vidéo. Juste avant, on va revenir sur les 5 choses à retenir de cette deuxième semaine de test entre les innovations, les performances, les changements de règlement. Si vous n'avez pas tout suivi et que vous ne savez pas quoi en penser, vous êtes au bon endroit. Pensez bien à vous abonner. Je sais qu'on dit tout ça, mais là, on est au début de la saison 2026 de Formule 1. Donc, si vous voulez rien rater cette année, vous êtes au bon endroit. Activez bien la cloche. Et sans plus tarder, il est temps de passer à cette deuxième semaine de tests hivernaux. Juste avant de vous parler des essais hivernaux, je tiens à vous faire une annonce dont je suis extrêmement fier. Je serai présent cette année au Grand Prix de Belgique 2026. J'étais présent en 2023, en 2024 et en 2025 et cette année j'y serai encore une fois car j'ai la chance, je dis la chance en tant que créateur de F1, de collaborer avec le promoteur du Grand Prix de Belgique. Peut-être que vous avez déjà vos places, peut-être que vous serez présent et si c'est le cas, j'ai hâte de vous voir. Je ferai tout pour voir un maximum de personnes sur place et si ce n'est pas encore le cas et que vous hésitez à aller voir un Grand Prix cette année, vous aurez dans la description le lien de la billetterie du Grand Prix de Formule 1 qui est ouverte. Il reste encore des places, donc foncez, voilà. Si vous hésitez, je peux vous dire qu'une chose, le Grand Prix de Belgique, c'est un Grand Prix exceptionnel. Entre la fan zone avec énormément d'activités, les zones assez mythiques quand même de ce circuit, même en zone bronze, vous pouvez suivre le Grand Prix de partout, être dans la forêt, dans les lignes droites, dans le raidillon, enfin bref, c'est vraiment un circuit exceptionnel, un cadre assez particulier que je vous conseille fortement de vivre. Pour moi, il y a très peu de circuits de Formule 1 qui méritent d'être faits au moins une fois dans une vie. Et pour le coup, le circuit de Spa-Francorchamps et le Grand Prix de Formule 1 de Belgique méritent totalement de le faire. Donc n'hésitez pas. Il reste de la place dans quasiment chaque tribune. Donc en fonction de vos budgets, vos envies, avec qui vous allez venir, votre famille, vos amis, votre copain, copine, peu importe. Faites en fonction de vos critères, mais je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter de venir. Je remercie encore le promoteur du Grand Prix de Belgique parce que pour un créateur de contenu F1, c'est un petit privilège quand même, on n'est pas nombreux à avoir cette chance. Si vous serez présent cette année, faites-le moi savoir dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux et je vous laisse tout de suite avec ce qu'il faut retenir de cette deuxième semaine d'essais hivernaux en Formule 1. On va commencer cette vidéo par parler de l'un des plus gros sujets de ces essais hivernaux, Aston Martin. On avait déjà vu qu'Aston était en difficulté, mais cette deuxième semaine n'a fait que confirmer ce que l'on pressentait. Là, franchement, la situation en est presque inquiétante. 128 tours seulement sur les 3 derniers jours d'essai. Pour vous donner un élément de comparaison, Charles Leclerc a effectué 132 tours à lui tout seul lors de la dernière journée des essais hivernaux. Après la première semaine de test à Bahreïn, Aston Martin et Honda avaient prévu de pousser un petit peu plus le moteur pour cette deuxième semaine. Résultat, mercredi, Stroll part dans le bac à gravier à cause d'une boîte de vitesse cassée. Jeudi, Alonso s'arrête en piste à cause d'un problème sur la batterie et le moteur. Vendredi, seulement 6 tours pour Aston Martin, faute de pièces disponibles, notamment du côté de Honda. Le bilan, pour l'instant, il est catastrophique. Le moteur n'est pas assez puissant d'un point de vue thermique, il ne délivre pas assez de puissance sur la partie électrique et surtout, il manque de fiabilité. Le moteur conçu par Honda n'est donc pas au niveau. Et pour ajouter un problème supplémentaire, la boîte de vitesse construite par Aston Martin est elle aussi défaillante. L'écurie anglaise quitte donc Bahreïn avec uniquement des points négatifs. Il n'y a rien de positif à retenir sur ces 2 premières semaines d'essai. Et pour vous dire à quel point je suis inquiet, personnellement, si on se base sur les chronos réalisés à Bahreïn, l'Aston Martin actuellement ne serait même pas dans la fenêtre des 107%. Au vu de ce qu'on a observé jusqu'à présent, je m'attends personnellement à voir Aston Martin en très grande difficulté en début de saison. J'en ai discuté avec Julien Febvreau en live sur ma chaîne Twitch pendant la 3e journée. Pour moi, Aston Martin sera au fond du peloton, et c'est quasiment sûr. Maintenant, une seule question se pose, pour de vrai, est-ce qu'Aston Martin pourra simplement terminer la première course de la saison? Parce que pour l'instant, rien ne nous le garantit.
Le pire dans tout ça, c'est qu'il va falloir attendre la 6e course de la saison pour voir d'éventuelles améliorations de performance du côté de Honda. Quand on connaît les objectifs affichés, les investissements réalisés, le recrutement d'Adrian Newey et toute la hype autour du projet, je vous avoue que personnellement, je suis sincèrement déçu. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet dans les prochains jours parce qu'il va falloir comprendre comment la collaboration entre Honda et Aston Martin a pu tourner aussi mal en l'espace d'un an et surtout comment une équipe comme Aston Martin peut se retrouver dans une situation où elle n'est même pas sûre de pouvoir participer aux premières courses de la saison. La situation est critique, on a vu des visages tendus, entendu beaucoup de déceptions, que ce soit du côté d'Aston, des pilotes, des ingénieurs, mais aussi du côté de Honda. Pour information, Andy Cowell, l'ancien responsable moteur chez Mercedes durant les grandes années de la marque allemande et désormais chez Aston Martin, a été envoyé au Japon à l'usine Honda pour tenter de relancer le projet et rattraper le retard sur le moteur 2026. Je suis sincèrement désolé pour tous les fans d'Alonso et Lance Stroll, s'il y en a, mais la saison s'annonce très longue et ce sera peut-être même pire que ce que vous avez connu avec McLaren en 2015 et 2016. On va passer à la deuxième chose à retenir de ces essais hivernaux, les réponses de la FIA concernant le moteur de Mercedes. Alors, je pense que vous êtes tous au courant, vous en avez entendu parler. Mercedes est au cœur d'une mini polémique concernant ses moteurs. C'est une situation qui commence grandement à agacer Toto Wolff. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez rien suivi, pas de panique, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais grosso modo, Mercedes a trouvé le moyen d'utiliser un taux de compression de 18:1 lorsque le moteur est à chaud, alors que le règlement précise que le taux de compression doit être à 16:1 lorsque les vérifications sont faites à froid. Tous les motoristes se sont donc retournés contre Mercedes en demandant à la FIA des explications, des éclaircissements concernant la légalité de ce moteur. Et aujourd'hui, pour l'instant, le moteur de Mercedes est donc officiellement légal et sera légal en Australie. La FIA s'est réunie cette semaine avec la FOM et les motoristes pour discuter de cette situation et on a enfin une réponse. Une nouvelle méthode de mesure de taux de compression va être introduite à partir du 1er août 2026. Les contrôles jusqu'à maintenant étaient effectués à air ambiante mais seront aussi faits à chaud afin de vérifier que le taux de compression ne dépasse pas le 16:1. Alors, pour le moment, ça ne semble pas inquiéter Mercedes. C'est ce que Toto Wolff a assuré. Il a dit que le moteur était légal et qu'il n'y avait aucune inquiétude du côté de Mercedes. Pour l'instant, il s'agit actuellement d'une proposition qui va sûrement être validée par le Conseil mondial de la FIA et pour ça, il faudra une super majorité. Donc, il faudra l'accord de la FIA, la FOM et la majorité des motoristes et on pourrait donc avoir un changement de règlement à partir du 1er août 2026. En ce qui concerne tous les autres moteurs, au cas où vous n'êtes pas au courant, il reste désormais 8 jours pour les motoristes afin de déposer les plans, les données, les photos, les vidéos des moteurs de 2026 afin qu'ils soient homologués et à partir du 1er mars 2026, plus aucune équipe ne pourra faire d'amélioration performance sur ces moteurs. N'oubliez pas néanmoins la duo cette année qui rentre en jeu, l'Additional Development Upgrade and Opportunities, qui sera donc toutes les 6 courses. On va mesurer la puissance des moteurs. En cas de moteur à plus de 2% du meilleur moteur sur la grille, une amélioration sera offerte et en cas de plus de 4%, 2 améliorations seront offertes ainsi que du temps de banc de test. Pour l'instant, je ne vais pas vous cacher que d'après les données qu'on a, Aston Martin est déjà à plus de 5% de retard sur les autres moteurs. En ce qui concerne Mercedes, Toto Wolff l'a clairement fait comprendre, cela commence à faire beaucoup. Voilà, entre les rumeurs de légalité du moteur, celles qui concernent l'homologation du carburant fourni par Petronas, qui aurait soi-disant échoué face au règlement technique, la tension commence à monter du côté du clan Mercedes. Toto a demandé à ce qu'on laisse son équipe tranquille et qu'on arrête de propager des rumeurs qu'il considère totalement infondées et qui commencent sérieusement à l'énerver. On l'a vu en conférence de presse. D'un point de vue global, je vous avoue que je suis un petit peu moins inquiet maintenant après avoir vu rouler les Formule 1. On sait par exemple que le moteur RBPT Ford, j'ai lu les commentaires, est extrêmement performant sur la partie électrique et la gestion des batteries. Donc même si l'avantage du taux de compression de Mercedes se confirme de 15 chevaux, honnêtement, je ne suis plus inquiet de voir une domination totale du moteur de Mercedes en 2026. Pour l'instant, pour moi, Mercedes reste la meilleure voiture et je pense qu'on ne l'a pas encore vu rouler à son plein potentiel, mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo lorsqu'on établira la hiérarchie
Il va donc falloir attendre le 1er août pour avoir des réponses concernant l'éventuel avantage que Mercedes a sur son moteur. Pour ceux qui se posent la question, il est impossible d'introduire ce changement de réglementation avant le 1er août. La FIA l'a expliqué, ils ont besoin de prendre du temps, d'avoir des données sur les différents circuits, analyser en profondeur la situation et comprendre s'il y a vraiment un problème. Comme je vous l'ai dit, je suis pas particulièrement inquiet de tout ce qui se passe autour de ce moteur. À mes yeux, il n'y a pas de raison d'en parler beaucoup plus que ça. On va juste attendre de voir ce que ça va donner. Par contre, je suis très curieux de voir si à partir du 1er août, il y aura un changement mesurable du côté des moteurs Mercedes. Donc pour Williams, McLaren, Alpine et Mercedes, on verra s'il y a une perte de performance. On le savait déjà dès la première semaine de test, mais les batteries vont faire beaucoup parler en 2026. Vous êtes sûrement au courant, cette année, la Formule 1 est passée à une répartition 50% thermique et 50% électrique sur les unités de puissance. Et la FIA, tout comme les pilotes, commencent à comprendre que ce choix était peut-être une erreur. Les pilotes, les équipes et même la FIA se sont rendus compte que la gestion de la partie hybride était devenue extrêmement complexe. L'ajout des modes Overtake et Boost n'ont pas l'effet escompté et ne facilitent pas suffisamment les dépassements en 2026. Donc la FIA a utilisé ces 3 jours pour tester différentes stratégies de déploiement d'énergie dans les lignes droites afin de comprendre s'il y avait une solution. Le problème actuellement, c'est que la batterie se vide trop vite. Alors même si elle se recharge tout aussi rapidement, la différence entre un pilote qui utilise le mode Overtake ou même le mode Boost et un pilote qui ne l'utilise pas n'est pas assez marquante. Vous vous demandez sûrement du coup pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut préserver cette énergie pour le reste du tour. C'est ça le problème au final. C'était l'une des critiques faites par Andrea Stella dès la première semaine, qui expliquait que les dépassements étaient devenus très compliqués. Et maintenant, après 6 jours de test à Bahreïn, tous les pilotes l'ont confirmé. Dépasser en 2026 est beaucoup plus difficile qu'en 2025. Stefano Domenicali a pris la parole lors du dernier jour des tests en expliquant qu'il s'est longuement entretenu avec les pilotes, notamment Max Verstappen. Il a précisé que la Formule 1 n'était pas fermée à l'idée de modifier le règlement pour trouver des solutions. Parmi les pistes envisagées, il y aurait la réduction du déploiement électrique. Alors actuellement, cette partie électrique, elle délivre 350 kW. La FIA pourrait décider de faire descendre cette puissance à 300, 250 ou même 200 kW pour récupérer de l'énergie. En faisant ça, le pic de puissance électrique sera plus faible, mais l'avantage du coup sera qu'on pourra l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Bon, en résumé, on dépenserait moins d'énergie, mais beaucoup plus souvent. Techniquement, ce serait une solution intéressante. Le problème, c'est que le rythme global pourrait du coup être réduit de plusieurs secondes par tour. On sait que actuellement, les voitures sont pas très loin des chronos de 2025. On est autour de 2 ou 3 secondes en fonction des circuits. En cas de changement, on pourrait voir les Formule 1 être beaucoup moins rapides en ligne droite et donc signer des temps autour beaucoup plus lents. Ce serait peut-être pas forcément l'idéal au vu de la nouvelle réglementation, mais surtout le problème dans cette histoire, je trouve personnellement, c'est que si on baisse la puissance électrique, alors l'équilibre du 50-50 thermique électrique ne sera plus respecté. On rappelle quand même que la F1 avait introduit ces moteurs dans le but d'atteindre le zéro net carbone en 2030. Revenir en arrière, ce serait reconnaître que la Formule 1 a peut-être été trop optimiste et peut-être pas assez réaliste. À voir ce que ça va donner. Je pense aussi aux équipes qui ont un avantage aujourd'hui sur la partie électrique, comme Red Bull, qui a une très très bonne batterie, qui déploie et récupère énormément d'énergie. J'imagine que cette équipe ne sera pas très contente de voir ce changement de réglementation. Pour le moment, rien n'est acté. La FIA a simplement effectué des tests. L'objectif, il reste le même. En 2026, les voitures doivent produire plus de spectacles en piste que les années précédentes et ouvrir davantage de dépassements pour les pilotes. Quatrième point à retenir de cette semaine des essais hivernaux, les nouvelles procédures de départ. Alors, j'en avais très rapidement parlé la semaine dernière dans mon premier débrief et j'ai même fait une vidéo à ce sujet. C'est la dernière qui est disponible sur ma chaîne. La Formule 1 semble enfin avoir trouvé un compromis concernant les départs en 2026. Andrea Stella, donc le team principal de McLaren, avait déclaré que les procédures étaient dangereuses et que la F1 ainsi que la FIA devaient rapidement se pencher sur ce problème.
Si vous n'avez rien suivi, c'est très simple. Avec les nouveaux moteurs en 2026, le MGU-H a disparu. Et c'est lui qui permettait au turbo de tourner de façon stable et constante. Donc cette année, lors d'un départ, les pilotes sont obligés de monter dans les tours avec le moteur pendant une dizaine de secondes avant de réellement pouvoir s'élancer depuis la grille. La FIA est donc intervenue et a instauré une nouvelle procédure. Alors, elle n'est pas radicalement différente, elle permet de compenser ce problème et au vu des tests réalisés, pour l'instant, ça semble être une solution cohérente. Lorsque les pilotes vont venir s'installer sur la grille après le tour de formation, ils vont voir un panneau LED s'allumer et clignoter en bleu, positionné à leur droite ainsi qu'à côté des feux au-dessus de la ligne de départ. Cet affichage, il signifie que la période de précharge est en cours et que les pilotes disposent de 3 à 5 secondes pour charger leur turbo de la façon la plus efficace possible. Une fois que ces LED s'éteignent, la procédure classique des feux de départ s'enclenche et lorsque les 5 feux rouges s'éteignent, les pilotes peuvent donc prendre le départ. Malgré cette modification, la procédure reste encore très complexe. On l'a vu durant les essais, les Audi ont calé plusieurs fois, il y a eu beaucoup de patinage en première, en deuxième, même en troisième vitesse pour certains pilotes. Même si ce petit changement a clairement aidé la plupart des équipes, ça reste un point sensible en 2026. George Russell a qualifié ses tentatives de départ comme étant pires que ses pires départs qu'il n'ait jamais fait en Formule 1. C'est pour vous dire à quel point c'est un vrai casse-tête pour les pilotes et les ingénieurs. Néanmoins, il semblerait qu'une équipe avait prévu la situation et cette équipe, c'est Ferrari. Frédéric Vasseur avait évoqué le sujet il y a 12 mois auprès de la FIA, de la FOM et des autres motoristes. Le turbolag est de retour et il va poser problème. Personne n'avait cru Frédéric Vasseur. Ferrari a donc conçu son moteur en conséquence, en tenant compte de ce phénomène. Et résultat, actuellement, le moteur Ferrari, que ce soit donc pour la Scuderia, pour Haas ou bien pour Cadillac, est clairement le plus performant sur les départs. On l'a vu avec le départ de Lewis Hamilton lors de la fin du deuxième jour, qui est passé de la 9e place à la première position au premier virage. On l'a également constaté avec les départs de Ocon, de Behrman sur le dernier jour. Les moteurs Ferrari ont un avantage net dans cette phase très importante au début de la course et ça commence à inquiéter la concurrence. Bon, avec cette nouvelle procédure, le point positif, c'est quand même que les équipes sont bien aidées, peut-être à l'exception de Audi qui galère encore et Red Bull aussi qui a beaucoup de mal, mais à part ça, les pilotes s'extraient facilement de la grille. Je pense qu'on n'aura pas de situation chaotique en Australie, néanmoins, je pense qu'on aura quand même des surprises lors du tout premier départ de la saison. J'en profite d'ailleurs, mais pour le Grand Prix d'Australie, je serai en live pour réagir au Grand Prix et aux 23 autres Grands Prix de la saison. Je serai en live sur Twitch et sur cette chaîne YouTube en même temps. Raison de plus d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour finir, on va aborder l'équipe qui a fait le plus parler d'elle lors de cette deuxième semaine d'essai, la Scuderia Ferrari. Alors j'avais fait une blague la semaine dernière en disant 2026 sera notre année. En tout cas, une chose est sûre, pour l'instant, on a rarement vu la Scuderia aussi bien préparée et ça depuis longtemps. Les Rouges ont fait parler d'eux pour deux raisons cette semaine. La première, c'est les très bonnes performances de la voiture et on reviendra dessus juste après. Et la deuxième, c'est le nombre d'innovations ramenées cette semaine à Bahreïn. La semaine dernière, Ferrari avait déjà ramené lors du dernier jour 3 évolutions majeures avec un nouveau fond plat, un nouvel aileron avant et un nouveau diffuseur. Ferrari n'a pas perdu de temps et comme annoncé, après avoir fait valider ses projets par la FIA, dès la première journée, mercredi, on a vu apparaître une toute nouvelle pièce derrière le pot d'échappement, une petite ailette en carbone appelée FTM. Alors cette ailette, elle sert à rediriger les gaz d'échappement et se servir de ce flux d'air chaud pour rajouter de l'appui et de la stabilité sur le train arrière de la voiture. C'est un élément aérodynamique, c'est un énorme avantage, on parle de 1 ou 2 dixièmes. Mais ce qui est très très fort, c'est que cette pièce, personne ne peut la copier. Si un concurrent souhaite reproduire le même système, il faut alors retravailler tout le train arrière. Suspension, diffuseur, aileron arrière, la totalité de l'arrière de la voiture doit être refaite d'un point de vue aérodynamique. On pensait que Ferrari avait déjà tapé fort avec cette nouvelle amélioration, c'était sans connaître la pièce qui est arrivée le 5e jour, jeudi, avec ce nouvel aileron arrière qui pivote sur lui-même. Un tout nouveau système, là c'est vraiment une innovation claire de la part de Ferrari qu'on n'a jamais vu en Formule 1. C'est un système ingénieux que Ferrari a introduit et que beaucoup d'équipes pensaient irréalisable.
Pourtant, il était là. Alors oui, Ferrari l'a utilisé que pendant 5 tours. C'était une pièce de développement. Elle a simplement été testée pour vérifier qu'elle fonctionnait en conditions réelles. Et cette pièce n'est pas encore prête à être utilisée en course. Donc elle va retourner à l'usine du côté de Maranello. L'objectif était d'avoir un ressenti du point de vue pilote. Le fonctionnement, il est très simple. Plutôt que d'avoir un mécanisme qui tire le secondaire vers le haut, l'aileron pivote à 180 degrés et s'ouvre à l'envers. Ça modifie d'abord la forme de l'aileron arrière quand il est activé. Ça augmente l'écart entre le flanc principal et secondaire. Et surtout, ça permet d'avoir beaucoup plus de vitesse de pointe. On parle de 8 à 10 km/h. Et lorsqu'il se referme, du moins, il se retourne, l'aileron arrière est directement plaqué au sol et plaque la voiture sur la phase de freinage. Frédéric Vasseur l'a dit, Ferrari souhaite absolument gagner de l'appui aérodynamique. Avec cette nouvelle réglementation, les voitures sont beaucoup plus difficiles dans les virages avec beaucoup moins d'appui et Ferrari va tout miser sur l'appui et le châssis cette année. Bon, vous l'avez compris, hein, le paddock a été impressionné de voir une telle pièce apparaître sur la SF26 à Bahreïn. Et le deuxième point fort, c'est que la voiture marche bien. Le meilleur temps des 2 semaines revient à Charles Leclerc, réalisé vendredi soir en C4, certes, mais sans avoir changé ni les charges de carburant, donc même quantité de fuel, ni avoir augmenté la puissance du moteur, même régime moteur. Simplement, des pneus plus tendres, Leclerc a demandé à pouvoir pousser un petit peu plus la voiture, ce qui a été autorisé par son équipe. Fierté de toute l'équipe, voilà, il faut le dire, Vasseur a félicité les ingénieurs, toute l'équipe à Maranello, notamment Loïc Serra et son équipe pour une voiture très compétitive. Au final, on rappelle que c'est qu'une base pour l'instant. Ferrari a fait énormément de kilomètres, a affiché une très bonne fiabilité et d'après les GPS, pour l'instant, la performance pure semble au rendez-vous. Leclerc et Hamilton ont été tous sourires toute la semaine, comme l'a dit Gasly. Leclerc avait pas l'air très contrarié au vu de ce qui se passait dans le garage italien. Et puis, plusieurs équipes comme McLaren ou encore Mercedes pointent Ferrari comme étant la voiture à battre en Australie. Alors, bien évidemment, pour l'instant, on n'en sait rien. Chaque équipe cache son jeu. On essaye de deviner avec les longs relais ce qu'on peut voir, mais pour l'instant, dans le top 4, c'est encore extrêmement serré. Je tiens à vous rappeler, parce que beaucoup de gens s'excitent, les tests se sont déroulés à Bahreïn en pleine journée avec de fortes chaleurs. Il faudra voir ce que ça va donner en Australie, qui est un circuit très différent, avec des conditions différentes, et il est possible que la hiérarchie évolue en fonction des circuits. Un des derniers détails que je souhaite souligner, cette année, je pense que beaucoup de voitures risquent d'être performantes sur un tour en qualification et vont s'effondrer en course. Et à l'inverse, je pense que certaines voitures seront mauvaises en qualification et vont être excellentes en gestion des pneus et de la batterie. Donc attention à ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette saison, au fur et à mesure du premier week-end. On va essayer de rester calme et voir réellement qui s'en sort le mieux dans ce début de saison. Bon, pour l'instant, néanmoins, pour clôturer cette vidéo, il est vrai, Ferrari est compétitive dans les 2 domaines, que ce soit sur un tour ou sur les longs relais. Ferrari a prouvé avoir une très très bonne voiture sans rencontrer la moindre difficulté cette semaine. Bon, vous l'attendiez tous, la hiérarchie après ces 6 jours de test à Bahreïn. On va commencer par la dernière équipe, Aston Martin, qui sera au fond de la grille. Enfin, non, même pas au fond de la grille, au fond du garage, littéralement. Ça n'a pas roulé, ça manque de fiabilité, ça manque de puissance. Même si le châssis et l'aéro sont très bons, aujourd'hui, aucune raison que l'Aston arrive au bout du Grand Prix d'Australie. Pour moi, c'est officiellement la 11e voiture, c'est un désastre. Juste devant, en 10e position, je mettrais la Cadillac. Pas surprenant, première saison en Formule 1. Ils ont fait mieux que ce que j'espérais, honnêtement, avec quelques problèmes de fiabilité, pas un rythme exceptionnel et beaucoup de problèmes à régler, mais c'est assumé. Voilà, on sait que la Cadillac sera pas bonne, ils ne veulent pas marquer de points, ils veulent juste prendre de l'expérience. Donc je trouve qu'ils sont à une place plutôt correcte pour une première année. Juste en dessous, ça me brise un peu le cœur, mais j'ai du mal quand même à me décider entre VCarb et Williams. Alors, VCarb a effectué des très bons tests avec beaucoup de roulage, mais très peu de signes positifs. On a un Lawson et un Lindblad au volant, qui n'est pas un duo qui me fait rêver, pour être honnête. Et puis, en termes de chrono, en termes de stints, des relais de course, on n'a pas vu des chronos étincelants, on a vu pas mal de petits problèmes sur la première semaine. J'ai du mal à me dire que VCarb va être au niveau de la saison 2025. Et pour ce qui est de Williams, Williams, certes, ils ont fait énormément de tours, hein. On parle quand même de la 3e équipe avec le plus de tours. Mais le problème de Williams, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qui parlent d'un surpoids sur cette voiture. On le voit pas, on le sait pas,
mais beaucoup de gens en parlent. Même si la voiture est saine, même si aujourd'hui les chronos sont pas forcément mauvais, je pense que le trou qui a été fait en début d'année avec le budget cap et les crash tests ratés va handicaper Williams. Donc bon, pour l'instant je les mettrai dans le midfield, mais je suis pas sûr de les mettre aux avant-postes. On arrive dans le midfield cette fois-ci avec la 7e, 6e et 5e position, et là c'est difficile de vraiment comprendre ce qui se passe. Pour moi, 7e, c'est Audi. Je pense qu'il y a une petite bataille Audi-Williams sur ce début de saison. L'Audi n'est pas mauvaise. Les chronos ont l'air bons, encourageants. Pas mal de petits problèmes, les procédures de départ, pas mal de temps perdu au garage. Mais il y a de l'espoir. La voiture est là. Maintenant, il va falloir voir comment elle va être optimisée dans sa performance sur les week-ends de course. On rappelle quand même, Audi est juste une version de Sauber 2.0. Cette année, ça va prendre du temps pour développer vraiment l'ADN de Audi. Donc je pense que Audi est plus proche de la fin du midfield que du devant, parce que devant, ça se joue tout simplement entre deux équipes, Alpine et As. Les deux équipes ont les mêmes symptômes. Très bon test, une très bonne voiture, peu de problèmes. Alpine peut-être un petit peu plus que As. As a l'avantage des départs avec le moteur Ferrari extrêmement fiable. Une propulsion sur la grille incroyable. Si je devais choisir, je mettrais quand même l'Alpine devant la As pour deux raisons. La première, c'est les relais du vendredi où Alpine a été quand même assez impressionnant et As n'a pas été capable d'aller chercher ce genre de simulation. Et puis Alpine, je pense, ça me brise le cœur de dire ça, mais je pense qu'Alpine est meilleur sur l'opérationnel. Je pense que sur un week-end de course en Australie, par exemple, Alpine arrivera à mieux optimiser son package. En tout cas, pour l'instant, les dernières places dans les points, les dernières places en Q3 devraient normalement se jouer entre Gasly, Ocon, Behrman et Colapinto. On arrive sur le top 4, qui nous intéresse sûrement le plus, le Big Four comme on dit. Beaucoup de pilotes se sont dit déçus de voir que le top 4 avait encore trop d'avance sur le midfield. Il y a vraiment un gouffre entre ces 4 équipes et le reste de la grille. Pour l'instant, il y a quand même une tendance qui se libère après ces 2 semaines d'essai. On a Mercedes et Ferrari d'un côté et McLaren et Red Bull de l'autre. Vous l'avez compris, Ferrari et Mercedes pour l'instant, c'est extrêmement serré. Beaucoup accusent Mercedes de cacher encore son jeu et de ne pas avoir vraiment poussé, de ne pas avoir exploité sa voiture. Ferrari est annoncé comme l'une des voitures les plus complètes pour 2026. Et derrière, McLaren et Red Bull, c'est assez serré. On sait que Red Bull a un excellent moteur, surtout sur la partie électrique. McLaren a fait quand même des très bons relais, a bien réglé les problèmes qu'elle a pu avoir pendant ces 2 semaines. Si je devais faire une hiérarchie du top 4, je mettrais Mercedes devant, car je pense que le potentiel est beaucoup plus haut en Australie. Je mettrais Ferrari vraiment collé au diffuseur, voilà, vraiment pas loin du tout. Si on a un top 4 mélangé de 2 Féfé et de Merco, c'est normal. Et je mettrais McLaren devant Red Bull, voilà. Peut-être que je me trompe, les écarts, je pense, sont de quelques centièmes, quelques dixièmes et encore. Mais je pense que McLaren, là, avec la voiture qu'ils ont, on rappelle, est une voiture finale, a plus de potentiel de performance pour ce début de saison que Red Bull en a. Voilà à peu près à quoi ressemble la hiérarchie. C'est mon avis personnel. J'ai repris aussi beaucoup d'informations de ce que beaucoup de journalistes et d'insiders ont pu noter sur place et ce qui se dit dans le paddock. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire votre hiérarchie. Faites-moi votre classement, que je puisse voir un petit peu ce que vous pensez de cette saison 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, à votre entourage fans de Formule 1. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description pour voir la billetterie du Grand Prix de Belgique 2026. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.